Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Hugues pour ce nouvel épisode d'Envergure pour votre podcast hebdomadaire de scouting. On va parler cette semaine d'un joueur 5 stars, c'est notre sujet, et on va parler de Kwame Evans Jr. Et pour ça, je suis avec deux monuments. J'ai avec moi Manu et Julien. Comment vous allez les gars? Ça va très bien. Ça va, ça va. S'il y a un monument ici, c'est Manu. Hein. C'est pas... Mais non, mais t'es grandiose, t'es grotesque comme disent les jeunes, mon Dieu, t'inquiète pas. Kwame Evans Jr., avant d'aller dans les détails, de parler de ses plats préférés, de parler de ses mensurations, pour que les gens aient une petite image mentale du profil dont on va parler, comment est-ce que vous le décrirez pour la NBA en une toute petite phrase, Manu, par exemple? Pour moi, c'est un poste 4 qui est capable d'écarter le jeu, d'offrir du spacing, mais aussi qui est assez polyvalent. Jules, est-ce que toi, ça te va ou t'as envie de nous raconter qu'il met des gros pull-ups et qu'il initie du jeu? Est-ce que c'est Pascal Siakam 2.0? Pas du tout. Je suis 100% d'accord avec Manu. Ok, bah écoutez, voilà, vous avez maintenant des billes pour voir si ça peut vous intéresser pour votre équipe NBA ou pas, et puis pour du coup nous insulter d'ici 3-4 ans avec grand plaisir. On va aller dans le détail, on va commencer par apprendre un peu plus du garçon, sa vie privée, sa biographie. Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur KG Evans? Bah, rapidement, c'est un monsieur qui est né en 2004, en août 2004, donc 19 ans. C'est quelqu'un qui aurait pu être drafté l'année dernière, finalement, sur la classe d'âge, mais aux États-Unis, c'est un peu plus différent. Né à Baltimore, au Maryland, côte Est. Et particularité, c'est qu'il a un papa qui a joué en collège aussi à George Washington. Il a un cousin, Che, qui joue lui actuellement aussi en NCAA à USC Upstate. Avant, il a transféré de San Diego State. Donc voilà, c'est une famille comme assez basket. Il a fait son cursus high school en partie à Monteverde Academy, où là-bas il a gagné les titres nationaux high school avec il a dû jouer avec Cade, avec comment il s'appelle, ouais, Derek Whitehead, voilà, c'est cette génération là. Et donc il joue maintenant pour Oregon, donc il est freshman, il commence à carburer plutôt pas mal là, en ce moment sur les matchs de conférence. Ouais, donc encore un gros prospect qui allait s'enterrer dans la Pac-12 et dans le cimetière qu'est Oregon. C'est une passe toute trouvée pour Jus. Toi qui défends la Conference Champions, ouais, en tout cas ce qu'il en reste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Kwame en termes de mensuration physique, l'athlète, rapidement? 2m6, ce jeune 2m6. Moi, j'ai 90 kilos. Alors, j'ai trouvé différents styles pour son envergure, autour de 2m10, je pense. Si je dis pas de bêtises, 2m10, 2m13. Qu'est-ce qu'on peut dire de son physique? C'est un jeune qui était, qui court pas mal, qui se déplace plutôt bien nord-sud. C'est pas, l'athlète du siècle. Il va pas voler au-dessus de l'anneau, péter des dunks à tout va. C'est pas. Et puis visuellement, c'est pas un gamin qui a beaucoup de puissance comme ça. Pas forcément des épaules très larges. Voilà pour un visuel rapide de son physique. Long segment, plutôt léger, plutôt grand et assez agile pour se déplacer sans avoir une vitesse hors norme. Ouais, c'est un garçon qui on le voit quand même a un petit peu évolué depuis le lycée. Je trouve que Oregon l'a pas mal renforcé physiquement, donc ça peut être un axe de développement. On va aller voir ça un petit peu après. Pour rester sur les Ducks, sur les Fighting Ducks, avec l'un des meilleurs parquets de toute la NCAA, dans des places aux épileptiques. Comment ça joue en gros les Ducks, et il y a quoi comme spacing, il y a quoi comme niveau de joueur à côté de lui? Alors ça a été une année compliquée, il faut que je commence par ça. Des blessés au début, d'autres blessés au milieu. Là ça revient un petit peu. Alors c'est coaché par Dan Altman qui est là depuis 14 ans
Oregon, qui avait passé pas mal de joueurs qui l'ont envoyé NCAA quand même. Hein. Dylan Brooks, Bol, Peyton Pritchard. J'en avais un autre là récemment, je m'en rappelle plus. Chris Duarte. Ah ben Duarte, voilà, c'est ça. Qui avait 28 ans, mais jeune. Qui était prêt. Quel joueur. Ouais. Et donc le jeu, bon, Altman il fait appel souvent à des seniors, il recrute beaucoup de seniors ces dernières années pour encadrer son équipe. Alors ça veut dire que souvent les jeunes ont un temps de jeu au début limité et puis ils les développent petit à petit. Je dirais que ça comme ça. L'année dernière ça a pas trop marché pour Ware. Moi je suis pas sûr qu'on ait le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que l'année de ce jeune n'a pas été performante comme il aurait voulu et qu'il a dû changer d'équipe. Là cette année, tu parles du coup pour les gens qui écoutent, hein, tu as dit rapidement quel est le Ware. On a déjà fait un podcast, donc allez l'écouter, qui a fait une première année Oregon et qui est parti à Indiana. Et qu'il est à Indiana, ouais, et qui s'est mieux développé dans son jeu à Indiana. Donc il est entouré par des arrières, par des guards vétérans au début de l'année, des ailiers costauds, et il débutait au poste 4 avec comme pivot N'Faly Dante, qui est un joueur dont on ne saura jamais s'il peut faire une année entière. Enfin, non, il fait pas d'année entière NCAA. Il a été blessé encore une fois, comme chaque année depuis 4 ou 5 ans, je pense. Une grosse partie de la saison, qui a un pivot qui est très costaud, très puissant, qui peut être très spectaculaire. Mais voilà, au bout d'un match, il s'est blessé et du coup, il a été obligé de prendre la place de numéro 5. Est-ce que c'est un jeu qui est... Enfin, pour le spacing, c'est... Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de spécialistes du shoot, même s'il y a des joueurs qui shootent avec des bons pourcentages. Voilà. Je pense pas que ce soit tous les arrières qui jouent avec lui soient des spécialistes au shoot. Au niveau du guard play, c'était assez moyen en début d'année quand c'était Barthélemy qui menait le jeu. Et là, ça va beaucoup mieux avec. Alors là, je vais avoir du mal à prononcer son nom. Il va falloir mettre des shell stats. J'espère que ça va. On va l'appeler le sosie américain de Thomas Breton, qui est dans notre équipe en verre. Franchement, les gars, j'ai rencontré Thomas en vrai quand on a fait la soirée draft. Elle a regardé le replay, first team, et elle a regardé le beau gosse aussi, qui est Jackson Fulstud. Et il y a une vraie similitude. Donc on va lui espérer le même succès. Mais voilà, c'est notre Jackson Fulstud, c'est notre Thomas version Oregon. Donc voilà, pour aller vite, il a quand même donné une autre allure à l'attaque au guard play d'Oregon. Il a c'est un joueur très vif qui a plus, de skills de guard play que Barthélemy. Est-ce que ça te suffit parfait. Franchement, moi, tout me va. Hein. Tu sais, moi, je ne suis qu'en spectateur. J'ai mon petit popcorn et je déguste vos paroles. Donc, pour une fois, je me repose un peu plus. On a parlé du coup du style de jeu des Ducks. On a vu un petit peu le guard play. On a parlé du physique. Vous avez dit en début d'émission intérieur qui peut écarter le jeu. Est-ce que c'est un de ses points forts actuellement ou est-ce que c'est un axe de développement? Si je vous devais donner un point clé pour l'entrée en NBA, un vrai point fort, Manu, sur quoi tu irais en premier? Moi, je vais pas aller sur. Je vais aller sur plusieurs choses, mais c'est la polyvalence. Pour moi, ce qui me fait l'acheter, c'est que c'est un joueur un peu à la Jarrett Welker l'année dernière, qui est maintenant aux Pacers. C'est quelqu'un qui peut contrer, qui peut passer, qui peut prendre des rebonds et qui peut scorer. Donc c'est vraiment ça, moi, que j'achète, c'est donc quelqu'un, un role player qui va être plus ou moins plug and play, quoi que tu fasses, qu'apporte le style de jeu que t'as. Et moi, c'est vraiment ça que j'achète aujourd'hui. Pour donner un petit peu les stats qui vont compléter, dans le profil, on est à 8 points, 5 rebonds, 2 passes. Alors sur le temps de jeu, c'est 22 minutes, sachant qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme je l'ai dit, beaucoup de blessures. Donc en gros, les jeunes, ils prennent ce qui reste. Il n'y avait pas N'Faly Dante et Beatle, donc il avait plus
beaucoup joué. Là, Dante revient, donc il joue un peu moins. Et ce qui est très intéressant dans la polyvalence, comme tu le dis, c'est en but défensive. Si on peut un peu développer là-dessus, Manu, 1,3 blocs, 1,6 steals. 5,4 rebonds au global, c'est un joueur que tu vois être aussi polyvalent dans la défense? Ouais, malgré ça, le petit point faible, ça va être sa taille et sur qui il va pouvoir défendre. Parce que il y a comme des Golgoth et il a pas forcément la taille d'un intérieur. Donc, il faudra peut-être trouver ça, l'alchimie qu'il faut pour pas forcément le cacher parce que c'est un joueur qui est capable de défendre et de switcher sur du pick and roll notamment. Il y a beaucoup de séquences, notamment au début d'année, où il switch sur les pick and roll, il garde vraiment bien les arrières qu'on la balle en main. Donc, moi, je trouve que j'ai pas forcément d'inquiétude là-dessus, honnêtement, sur sa capacité à défendre, ou peut-être plus sur les gros en soi, les big man bien balèzes. Mais autrement, je sais pas forcément d'inquiétude. Je pense aussi que le corps va s'élargir. Donc à terme, ça va être la clé pour moi, cette polyvalence, que ce soit défensive ou offensive. J'ai pas trop d'inquiétude là aujourd'hui sur ça. Juste déjà, est-ce que toi t'es d'accord avec ça, et est-ce que t'as un autre point fort assez évident qui te vient en tête? C'est exactement ce que j'avais noté. Moi, mon point fort, c'était la polyvalence au début. Et c'est vrai que il s'est adapté en fait au rôle qu'on lui a donné, aux différents rôles qu'on lui a donné cette année. Donc plutôt un 4 au début qui allait switcher. Et puis là, il a défendu beaucoup de postes 5 avant le retour de Dante. Il a été plutôt bon. Je l'ai vu encaisser des chocs bien costauds, même si on sent que ça peut pas être sa spécialité, mais il a pris des gros barbares dans le coffre et il est pas ridicule. Et puis, ce qui est assez bluffant, c'est la façon dont il arrive à piquer des ballons. Il a une vivacité, il arrive à se placer, à voir très vite où vont être les passes, et il est capable dans certains matchs de piquer 3-4 ballons comme ça en très peu de temps. Peut-être 4, j'exagère, mais il a tous des passages où il va sentir vraiment les passes, il va faire une série d'interceptions. C'est vraiment un joueur en défense qui et c'est là où je voulais en venir, qui s'est vraiment adapté. Et je pense que ça, c'est un autre facteur assez important, je trouve, chez lui. Il y a sa polyvalence qui permet de faire pas mal de choses en attaque et en défense. Là, on parle de la défense. Il y a aussi son adaptation aux différents rôles qu'on lui a donnés. Il arrivait avec une étiquette 5-star de futur shooter à 3 points du haut de ses 2,6 m, qui pouvait courir avec le ballon. Et puis on a vu aussi autre chose. On a vu un début d'année un peu compliqué, puis après on a vu autre chose, d'autres facettes de son jeu très intéressantes. Donc adaptation, je dirais. Polyvalence et adaptation. Ouais, je vous rejoins totalement là-dessus. C'est un joueur qui, en high school, il faisait 85 kilos, il posait la balle un peu au sol, il prenait des pull-ups. Là, il y a plus 10 kilos déjà, et un vrai rôle de mettre des écrans, des tampons, d'écarter le jeu, de faire tout bien. Et comme vous l'avez dit, un placement défensif vraiment très impressionnant pour son âge, avec le peu de répétitions qu'il a eu. Toujours bien placé dans l'aide, toujours la bonne lecture du jeu, rattrape vite pour fermer sur les tireurs. Donc moi, je suis vraiment très surpris par cet aspect-là de son jeu, et c'est dans un contexte où tu vous l'avez dit, collectif, où il y a eu beaucoup de modifications, d'être aussi en place pour un mec de 19 ans, c'est encore une fois impressionnant. Et oui, ça lui permet d'avoir 10 minutes directement, peut-être au niveau supérieur par ce côté-là. Si vous deviez développer une chose chez ce garçon pour faire passer d'un prospect moyen intéressant à un vrai mec qui peut être 5 stars comme on en parle ce soir, et viser un top 20 loterie pick, sur quoi vous iriez? Je vais commencer avec Manu. Moi, la plus grosse chose pour entrer dans le basket d'aujourd'hui, c'est une amélioration au tir extérieur, mi-distance extérieure, parce qu'actuellement, il est à moins de 25%, donc à 3 points, sur un peu moins de 3 tentatives par match. Donc c'est assez limité, on va dire, pour avoir un vrai rôle. Mais le fait qu'il shoot à 82% au lancer franc me laisse penser qu'il y a une progression possible là-dessus, parce que ça veut dire qu'on le répète quasiment à chaque podcast, je pense, mais ça veut dire qu'il a déjà sa gestuelle, en fait. Il a déjà son tir qui est cadré.
Donc ça, il le maîtrise et ça rentre dedans. Donc ça veut dire que il aura pas forcément de difficulté à s'écarter un peu plus avec le temps. Donc moi, c'est vraiment sur ça que j'axerais sur les premières semaines, les premiers mois en NBA. Ouais, clairement, je regardais là un petit peu au niveau lycéen, au niveau du shoot à 3 points, on était effectivement dans ces 34%, 33% qui sont pas encore suffisants pour être un vrai stretch 4, un vrai stretch 5, mais il y avait une belle efficacité au lancer franc. Et sur le mi-distance, il est à plus de 45%. Donc ça, c'est aussi un signe intéressant pour développer du tir derrière. Julien, toi, est-ce que c'est aussi pour toi l'axe prioritaire de développement de Kwame Evans Jr., le shoot extérieur? Oui, je pense parce que je vois pas quel autre rôle on pourrait lui donner en fait. Tu vois. Donc le rôle qu'il aurait, c'est d'être un défenseur sur des postes un petit peu variés et d'écarter le jeu avec son shoot. Je vois pas trop ce qu'on peut lui dire. Il prend que à 3 points, il prend que des shoots qui sont issus d'une passe. C'est que du catch and shoot. Et comme disait Manu, le lancer franc, quand on voit shooter ce lancer franc, c'est hyper rassurant parce il a un geste très fluide en fait, très fluide, très compact. Et, et à 3 points, ça rentre pas, mais il continue à les prendre. Ça, je trouve ça assez rassurant. Il prend beaucoup, il a un gros volume de tirs, même si la réussite est un peu cata, quoi. Donc, ça me paraît, en fait, les points qu'on aborde, c'est vraiment, ça paraît très évident quand on le voit, quoi. Là, le shoot, il faut qu'il le développe. Et puis, il y a, pour développer dans le tir, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites là, mais on a deux types de tirs. Pour moi, on a le corner dans le fin de chaîne et on a du pick and pop. Où il va pouvoir poser l'écran. Est-ce que pour détailler un petit peu son jeu, parce on a été très comment dire, été très dans le global, est-ce que vous aimez sa pose d'écran? Est-ce que vous aimez aussi le côté qu'on pourra lui donner du coup dans le roll, dans la passe sur le short roll, dans cette polyvalence là et sa finition au panier, Manu? Sur la pose d'écran, moi je trouve qu'il a encore cette fébrilité. Il est pas compact, on va dire. Il reste pas forcément en place et il tient pas forcément le. Si l'adversaire lui fonce un peu dedans, il a pas forcément cette capacité à tenir sur ses appuis. Donc c'est peut-être ça un peu à bouger, mais après la capacité à pop et à rouler, c'est super intéressant et je trouve que ça lui apporte aussi une variante et un plus sur ce qu'on dit et sur la passe. C'est intéressant parce que moi je trouve que c'est un passeur assez sous-coté dans son jeu. C'est que une virgule passe décisive par match cette année, mais en fait il est capable de les faire bien et au bon moment. Et c'est déjà ce qu'on avait pu apercevoir en high school. Moi c'est vraiment ce qui m'avait marqué quand il était à Montverde. C'est vraiment cette capacité à bien diriger le jeu, à bien trouver les passes intéressantes, que ce soit extérieur ou intérieur sur du high-low ou du short roll comme ça. Et je trouve on n'en parle pas suffisamment de cette capacité-là qu'il a bien passé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vraiment. Et en plus, le coach l'utilise. Il a souvent la balle en tête de raquette, soit pour du hand-off, soit pour décider de faire des passes. Alors souvent, c'est des passes qui viennent d'un système, j'ai l'impression. Donc, il sait à peu près où vont passer les gars, où ils vont se placer, mais les balles, elles arrivent dans la main pour des tirs à 3 points. Et les cuts, il les voit bien aussi. Il fait des très belles passes sur les cuts. C'est vraiment, je trouve, une qualité qu'il a aussi. Tout à fait d'accord. Ouais, donc c'est un joueur qui va avoir quand même de la variété, de la polyvalence offensive, qui va pouvoir offrir des espaces. Alors d'autant plus quand il pourra tirer dans le pop, mais rien que sur pick and roll avec sur peut-être un poste 4 et un fort meneur de jeu, il pourra déjà donner une menace dans l'axe et faire la bonne transition. Si on est dans le jeu de la comparaison, parce qu'en NBA il y a quelques profils qui ressemblent, est-ce qu'il y a des mecs comme ça qui vous font penser à Kwame Evans Jr. Ou bien il y avait peut-être des prospects qui vous faisaient penser à Kwame Evans Jr. et qui ont réussi ou pas?
Alors moi, je me suis bien pris la tête sur la question. En fait, je dis à chaque fois, c'est catastrophique. Mais en fait, j'ai essayé de chercher des gars de sa taille qui justement étaient polyvalents et qui se sont adaptés à différentes situations. Tu vois, vraiment pour reprendre les qualités qu'on a dit. Et bon, j'ai que des comparaisons cata, quoi. Tu vois, j'avais noté, si tu veux, je te dis ce que j'ai. J'avais noté l'ami John Collins. Alors là, vous êtes catastrophés tous les deux parce que vous voyez pas du tout le rapport. Non, il a pas du tout les mêmes qualités physiques. Mais ce gars, on lui a demandé tout d'un coup de sortir et de shooter à 3 points, par exemple. Tu vois, c'est dans cet esprit-là que Mhm. je l'avais vu. Tu vois, et là, il est à Utah, il joue autrement. Donc c'est un gars, j'ai l'impression, qui arrive à s'adapter. C'est plus là-dedans que je le voyais. Ouais, je Mais suis pas bon, tombé de ma c'est chaise. cata, Non, je suis c'est pas tombé de cata ma comme chaise, t'inquiète comparaison. pas. Je suis pas- il y a moins de verticalité, mais je vois ce que tu veux dire dans le rôle offensif. Manu, toi, est-ce qu'il y a un autre nom qui te revient? Après, je vous dirai les deux gars que j'ai notés de mon côté. Bah, moi, je vais rebondir sur ce qu'avait dit un commentateur sur un match où il le comparait à Chris Bosh. Ah oui, bon bah voilà, là, je tombe plus de ma chaise déjà. Mais Mais non, mais je comprends. je parle pas du joueur en tant que Hmm. tel, du jeu de Chris Bosh, mais ou plus sur ce côté Miami où il était Hmm. devenu cette troisième option capable de tout faire et qui s'adaptait à tout Voilà. dans le jeu de Spoelstra et il était juste exceptionnel. Après, Chris Bosh était beaucoup plus grand, il lui rend quasiment 10 centimètres. Il avait beaucoup plus de tirs aussi et beaucoup moins cette capacité à switcher et tout ça. Mais dans ce rôle-là de Miami, où il était cette troisième, quatrième option derrière le monstre à deux têtes, bah je vois un peu ce qu'il voulait dire. Moi, je le comprends pas au joueur en tant que tel parce qu'il ressemble pas du tout dans le jeu ni dans la morphologie. Mais dans ce rôle-là qu'il avait à Miami, de ce 4 fuyant, bah c'est plus de ce rôle-là, moi, dans lequel je vais le mettre. Parce qu'en termes de comparaison, c'est compliqué. Comme il est assez polyvalent, finalement, il fait pas, moi, je vois pas comme ça de poste 4 qui me viennent en tête, capable de plus ou moins tout faire comme ça. Bah, je t'en propose deux. Et vous me dites ce que vous en pensez. Je suis allé regarder dans les dimensions et dans les statistiques. Il y a Grant Williams que j'aimais bien. Alors Grant Williams qui sortait de Tennessee, dont on va parler dans un autre podcast comme fac, mais qui avait beaucoup plus de maturité physique. Mais on a dit développement du Un tir meilleur extérieur. défenseur aussi, je trouve, au Ouais, même mais âge. Enfin, à la bien sortie plus de. petit. Parce qu'il avait 3 ans de fac, mais je suis d'accord, faut qu'il prenne, tu vois, que s'il passe la barre des 105, 110 kilos, avec le shoot à 3 points qui était pas encore là à Tennessee et qu'on a découvert à Boston dans les corners, ce serait une projection quand même assez idéale pour notre ami Kwame Evans sans être non plus surréaliste. Et PJ Washington, dans la comparaison, encore un peu fin au niveau NCA, qui shootait pas très bien à la fac et qui ensuite a développé ça maintenant et qui aux côtés de Charlotte, enfin du côté de Charlotte, même si le contexte collectif et les résultats sont pas là, est un joueur qui est quand même assez intéressant. Ouais, je comprends, mais tu vois, on est encore dans l'entre-deux parce que Grant Williams c'est quand même bien plus petit et PJ Washington est un peu plus grand que lui, je pense, non? Alors Grant Williams plus petit, ouais, je veux bien te croire, je crois qu'il a 2,03 Grant Will et peut-être c'est un Moi, j'ai gros. 1,98, tu vois. Ouais, c'est possible, c'était un gros tank. Et PJ Ouais. Wash, faut voir, mais c'est vraiment dans ce profil de PJ Wash PJ Washington, j'ai bien le côté, ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté de Kentucky où il y avait un peu des prémices de tout. ouais. Après, j'ai Alors, pas trop regardé à Washington, aux Hornets, donc je peux pas trop. en même temps, ça brûle un peu les yeux, hein. Si on a des copains des Hornets, je suis désolé, bon, quand la Melo Ball est pas là, les faits marquants de l'équipe, c'est que leur deuxième joueur phare met des droites à sa femme et à ses gosses, donc il y a mieux clairement. Ou alors peut-être, j'ai peut-être un joueur chinois là, Kyle Anderson, qui joue, c'est ça, maintenant il est chinois donc. Après, Kyle Euh, Anderson, c'est vraiment plus un meneur et un arrière, tu vois, même oui, si, voilà. Ouais, je mais comprends. exceptionnel Mais défenseur aussi sur certaines périodes.
Et en fait, c'est des joueurs très singuliers en fait dans leur. Ouais, c'est ça. Là, on va plus, comme disent les Américains, c'est du shade of. Toi, t'as pas un joueur Ouais, qui ressemble en fait. C'est vraiment un mix de plusieurs. exactement. Et ce qui rend. J'ai un nom qui me vient en tête qui est complètement à l'opposé en termes de jeu aussi et de physique. C'est Joachim Noah, qui était capable de passer, d'être super D'accord. fort sur les pics, de défendre comme un monstre quasiment toutes les positions. Lui atteindra jamais ce niveau-là défensivement, je pense. Mais tu vois, c'était vraiment ce gars pareil qui pouvait à l'époque à Chicago se greffer à toutes les situations. Il était devenu indispensable à cette équipe-là et c'est pareil, c'était un mec, un troisième, quatrième option derrière les Rose, Butler, Boozer, Lou Holding. Et moi c'est un peu ce rôle-là que je lui vois, c'est vraiment un gars qui va devenir ultra obligatoire dans son équipe pour performer et que ça tourne. Tu vois, il va peut-être faire une carrière à 10 points, 8 rebonds, 2 contre. Mais c'est un gars qui va faire 15 ans NBA sur les mêmes statistiques. Du coup, la transition est toute trouvée. Un garçon à 10 points, 8 rebonds, 2 contre, on lui espère, et peut-être une steal, 1,5 steal. Vous l'achetez dans cette draft d'autant plus, mais vous l'achetez où et est-ce que vous y croyez ou pas, Juge? Moi, j'y crois. J'y crois parce que voilà, c'est un joueur très spécial, très singulier. Et je pense qu'il va trouver quelqu'un qui va. Il y a un front office qui va l'aimer, donc il va être pris. Donc, moi, je le verrai bien en vraiment en deuxième partie de premier tour. Voilà, autour de entre, je sais pas, enfin, deuxième partie, pas entre 20 et 30 quoi. Voilà. Ok, Manu? Ouais, moi je pense qu'en fait c'est le role player parfait quasiment, qui aujourd'hui est moyen partout, mais qui peut être très très bon partout, très prochainement, s'il est dans le bon contexte. Sur mon premier board, je l'avais 34, et sur le deuxième, je l'ai monté 23. Donc c'est ces eaux-là, fin de deuxième, fin de premier tour. Ok, ouais, moi il est pareil. Après la loterie, quoi, entre 20 et 35. Ouais. C'est ça, moi je l'ai pareil. Je l'ai aux alentours de la 20e place et j'y crois aussi. Je me dis que le tir ça va aller, la défense elle est vraiment très très bonne dans tous les contextes, donc je pense que ce jeune garçon peut faire une vraie belle carrière NBA, donc voilà, je vais l'acheter au même niveau et en lui souhaitant le meilleur. Bon bah écoutez les gars, c'était très très cool, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, ceux qui ont écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode envergure, que ce soit un 5 stars, un underdogs. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, n'hésitez pas aussi à donner vos boards de façon globale et à interagir avec nous sur toutes notre plateformes, que ce soit Twitter, que ce soit sur le site, que ce soit dans les commentaires YouTube ou en stream. On est là pour vous. Des gros bisous et merci les gars d'avoir fait ce tournage avec moi. Ciao. Bye bye.